Aujourd'hui, je reçois Dr. Julie Almassi. Elle est médecin de famille spécialisée en médecine fonctionnelle. Dr. Almassi a longtemps travaillé en pédiatrie auprès des familles et elle se spécialise maintenant dans une médecine qui est peut-être plus holistique, qui est plus intégrative. Donc, on va regarder avec elle un petit peu en quoi ça consiste, c'est quoi les bases finalement d'une vie en santé. On plonge quand même assez en profondeur dans le thème du microbiote et de l'épigénétique, c'est-à-dire est-ce qu'on est condamné avec les gènes, avec le microbiote qu'on reçoit à la naissance. Puis c'est quoi la différence entre notre santé et celle de nos ancêtres? Par exemple, est-ce que nos ancêtres avaient de meilleures chances pour être en santé? Notre environnement a grandement changé dans les 20, 30 dernières années. On sait qu'on fait face à plein de toxines, à des sols qui sont déminéralisés. Est-ce que c'est trop tard pour nous? Donc, évidemment que Dr. Gilles Almassi dit que non, c'est pas trop tard. En fait, c'est très simple. C'est très simple avoir une vie en santé, puis elle va vraiment nous donner des pistes. En fait, précisément, elle va nous donner 7 pistes de réflexion pour changer le cours des choses, pour reprendre contrôle de sa santé et même de sa santé mentale, de son humeur, de son énergie et même des maladies chroniques pour lesquelles on pense que c'est tout, on a un diagnostic puis on va devoir prendre cette médication pour le reste de notre vie. Il y a plusieurs options et de plus en plus, la médecine de l'avenir se penche vers ces options-là, qui est en fait un retour aux bases. Bienvenue au podcast Créer, grandir, soigner. Un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. Salut Julie! Allô! Bienvenue! Merci beaucoup. Je suis tellement contente que tu sois là, Dr. Julie Almassi. Tu es médecin de famille de formation, puis maintenant tu pratiques en médecine fonctionnelle. Je dois dire qu'on s'est rencontrés, Julie et moi, dans un congrès de santé intégrative, puis on a aussitôt connecté sur le plan humain, sur notre façon de voir la santé, puis même notre façon de voir l'expérience humaine, je dirais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, une façon de penser un peu à l'extérieur des cadres habituels, puis de vouloir s'ouvrir à d'autres choses, puis d'explorer toutes les possibilités d'améliorer la santé de tous. Exactement, ouais. Donc, je me suis dit qu'on allait garder contact et on a gardé contact à travers le temps. Puis aujourd'hui, ben, c'est vraiment une belle occasion que tu viennes de nous parler un petit peu de médecine fonctionnelle. Tu as travaillé longtemps en pédiatrie, puis même dans le réseau public. Puis depuis le début, tu me disais que tu avais toujours eu une approche assez intuitive, mais aussi que tu faisais confiance au ressenti des parents qui venaient avec leur enfant, de maman, quand elle dit « Ah, ben moi, j'ai le feeling que tu suivais ce filon-là, tu faisais confiance. » Puis dans toute ta vie à toi, ton parcours personnel et professionnel, ça t'a amené peu à peu à développer une médecine consciente, une médecine fonctionnelle. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la médecine tout court en premier lieu, mettons? C'était une fascination pour tout le vivant, la biologie, la forêt, les animaux. Pour moi, c'est magique. Ouais. Puis c'était aussi l'envie de faire quelque chose qui contribuait au bien-être de tous. Puis j'avais l'impression que la médecine, c'était la place pour ça. En fait, que c'était vraiment l'endroit où, peu importe ce qu'on fait, on va aider des gens au moins, puis on va améliorer les choses. Qu'est-ce que tu dirais, comment tu décrirais à quelqu'un la différence d'une expérience entre la médecine fonctionnelle et la médecine plus conventionnelle comme on est habitué? Bien, déjà, les rendez-vous sont beaucoup plus longs. Puis la place de la personne, tu sais, le patient, ou j'aime mieux l'appeler le participant. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Pastel Fluo. En tout cas, la personne devient plus un participant en médecine fonctionnelle. Puis justement, on va écouter son ressenti, puis on va regarder ce qui va lui correspondre à cette personne-là en particulier, pas appliquer des recettes toutes faites. Donc, les rendez-vous vont durer facilement 1 heure au moins, le premier rendez-vous. Puis après, bon, on y va selon les besoins, entre 30 minutes puis 1 heure. Tandis que la médecine, on parle au niveau du temps, la médecine plus conventionnelle, c'est souvent, on a juste comme un 15 minutes, 20 quand on est chanceux, puis on va essayer d'adresser un problème à la fois, puis le régler avec les solutions qu'on a, un peu de recettes préétablies. C'est pour tel et tel groupe de symptômes ou syndromes, on diagnostique une maladie, puis on a un protocole déjà choisi, puis on applique ça. Souvent, ça peut fonctionner, comme on parlait des fois, si tu es cassé un bras, j'ai tel type de fracture, tel type de plâtre, parfait, ça va très bien, puis c'est satisfaisant comme médecine. Par contre, quand on tombe dans des maladies chroniques, ça ne fonctionne pas, cette recette-là.
Quelque chose de c'est du cas par rapide, cas, là. puis on peut pas aller vite, puis il faut vraiment écouter, puis comprendre le contexte de la personne, puis qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé, puis pourquoi cette personne-là a développé cette maladie-là. Fait que dans la médecine fonctionnelle, contrairement à la médecine conventionnelle, il y a le temps, il y a l'approche où on va chercher vraiment les causes profondes. Pourquoi ce dérèglement-là chez cette personne-là? Donc, c'est pas tout le monde qui mange des choses en gras saturé qui va développer un infarctus. Mais pourquoi cette personne-là, c'est quoi ses prérequis? C'est pas ses prérequis, ses facteurs de risque, puis son histoire de vie, puis tout le contexte, là. Fait qu'il y a vraiment comme une analyse globale de la personne, de d'où elle vient, comment elle vit sa vie, puis où est-ce qu'elle souhaite aller finalement, parce que c'est la personne qui est responsable de sa santé au final. Oui. C'est certain que, tu sais, il ne faut pas oublier qu'on a des fragilités, on a la génétique. Et ce qu'on s'est rendu compte dernièrement, en fait, dans les à peu près 20 dernières années, c'est qu'il n'y a pas juste nos gènes qui dictent ce qui va nous arriver au niveau de notre santé. Il y a l'épigénétique. Ça veut juste dire que même si on a un programme génétique ou une recette pour qui pourrait augmenter nos risques de développer une maladie, ça ne veut pas dire qu'elle va se développer. Ça va dépendre de... Souvent, on dit qu'il y a comme 5 grands facteurs qui vont faire que le gène va se développer ou pas, ou que la maladie va se développer ou pas. Donne-moi un exemple, mettons, quel genre de maladie qu'on pourrait dire on a des gènes de développer cette maladie-là? Ben, tu sais, les maladies cardiaques, le diabète, les maladies auto-immunes, tu sais, toutes les maladies qui atteignent la thyroïde. Toutes ces maladies-là vont pas nécessairement se développer si on est dans un contexte où on a favorisé, là, puis je dis 5, puis des fois on en a d'autres, là, je pense à l'épigénétique, ce qu'on va dire, c'est si la personne manage bien son stress, est capable de bien réagir aux facteurs de stress autour d'elle, si elle a un entourage avec des relations sociales, professionnelles et familiales harmonieuses, ça va favoriser sa santé, les mauvais gènes vont moins s'exprimer, puis les bons gènes vont s'exprimer. Autre facteur, l'alimentation, le mouvement, une activité physique suffisante. Tu sais, il ne faut pas que ce soit trop intense puis pas trop peu intense. Puis là, j'en oublie d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, un sens dans notre vie. Des fois, on va rajouter le sommeil et puis l'exposition ou pas aux toxines environnementales. Fait que, tu sais, là, souvent, on va essayer de ramener ça en 5, mais ça peut aller jusqu'à 7. Oui. Puis je crois que c'est une science qui évolue puis des connaissances qui évoluent. Mais finalement, c'est des choses simples. C'est bien manger, bouger, choisir des aliments non transformés, avoir un environnement harmonieux dans nos relations, puis bien dormir. C'est juste de comprendre qu'on a vraiment du pouvoir sur notre santé. Beaucoup plus que de compter sur un médicament qui va nous sauver si finalement notre génétique nous amène à avoir une maladie. Oui. Puis c'est ça qu'on a envie de crier, les médecins qui sont confrontés à de la maladie chronique puis qui voient les patients espérer qu'on va avoir une pilule magique pour les sauver. C'est eux qui peuvent se sauver. Puis c'est facile finalement. Oui. C'est simple. Changer des habitudes, c'est vrai que c'est pas la chose la plus facile. C'est pour ça que je veux enlever le mot facile, mais c'est simple à faire. Oui. Quand on s'organise puis qu'on y va un pas à la fois, on peut même s'entourer d'une équipe qui nous aide. Est-ce que tu penses que le corps a une capacité d'auto-guérison? Oui, c'est ça. C'est ça, dans le fond. Si on y donne l'environnement propice, qu'on arrête de l'attaquer malgré nous, souvent on fait plein de gestes quotidiens qu'on ne connaît pas l'impact sur notre santé, mais en s'informant, puis en faisant attention de ne plus l'attaquer, puis d'y donner les bons matériaux pour se réparer, puis le bon environnement paisible, harmonieux, il va se réparer. Oui. En grande partie, on ne peut pas renverser tout, mais on peut vraiment renverser beaucoup de choses. Oui. Est-ce qu'on parle de médecine alternative? Est-ce qu'on parle de médecine complémentaire? Comment est-ce que tu définirais la médecine fonctionnelle, mettons, dans le système dans lequel on est en ce moment? Oui, c'est ça. Médecine complémentaire. Oui. Parce que si on va apporter, disons, juste les bons minéraux au corps ou les bonnes vitamines, avec les médecines complémentaires, on peut avoir quelqu'un dans notre équipe qui va être une naturopathe ou une herboriste. Si on veut manager notre stress, on peut avoir une professeure de yoga ou apprendre la méditation. Si on veut avoir des meilleures relations ou comprendre ce qui se passe dans nos patterns répétitifs, dans nos relations avec les gens qui nous entourent, une psychologue, une travailleuse sociale, une accompagnante, une coach ou un coach, tout ça peut nous aider si on veut améliorer notre capacité, notre mouvement ou la quantité de mouvement dans nos journées. Un kinésithérapeute, un kinésiologue, c'est-à-dire une ergothérapeute, tous ces
médecines sont complémentaires pour amener justement, appelons-le les 5 facteurs qui influencent l'épigénétique, pour pouvoir les mettre en pratique. Puis chaque individu va dire, bien moi aujourd'hui ou maintenant dans ma vie, ce que je ressens qui est le plus en déficit ou que j'aurais le plus envie de travailler ou d'améliorer dans ma vie, c'est ça. Donc c'est ce professionnel-là que j'ai envie d'aller voir. Ça clique avec, j'ai une bonne connexion, je me sens motivée. Bon, mais je vais avec ça. Quand ça sera bien puis ça fonctionne, c'est sur des roulettes, c'est quelle autre facette de ma vie je veux améliorer parce que je m'aime, puis je veux profiter de la vie, puis je veux avoir du temps avec mes petits-enfants, je veux une qualité de vie, je veux collaborer au monde. Comment je fais? C'est une étape à la fois. Fait que la médecine fonctionnelle, les gens arrivent avec un souhait d'améliorer leur santé, un trouble, par exemple, une maladie. Puis toi, ton rôle, ça va être de regarder c'est quoi les causes, finalement, proposer des solutions, des pistes d'exploration. Mais après, les personnes aussi peuvent aller chercher différentes clés, finalement, différents autres professionnels pour les accompagner là-dedans. Donc, par exemple, une naturopathe, une ostéopathe, aller faire du sport, des choses comme ça. Exactement. Est-ce que, selon toi, la médecine d'aujourd'hui oublie de regarder ou prendre en compte certains facteurs? Je crois pas qu'elle l'oublie. Je crois que les gens qui sont là sont bien intentionnés, mais c'est un cadre très bien régi qui probablement a été construit dans le but que ce soit structuré puis que ça protège. Et ce cadre-là a le défaut de sa rigidité. Puis ça permet pas d'aborder certains sujets. Puis c'est tellement traité en silo. Tu sais, le volet psychologique avec la psychologue, le kino, qu'il n'y a pas cette harmonie nécessaire-là. Puis c'est ce fine-tuning-là entre les différents professionnels. Puis, donc, c'est pas oublié. Il n'y a pas la place pour, en ce moment, de la façon que le système est construit. Parce que ça que je vois, moi, en santé, ils sont allés là pour les bonnes raisons. Ils ont envie d'aider les gens. La structure actuelle, elle le permet pas toujours. Souvent pas. Ou pas autant qu'on veut, pas de la façon que ça puisse fonctionner. Oui, c'est ça. On se sent pressé, mais les médecins aussi, ils se sentent pressés, finalement. Ah oui, c'est ça. C'est que, dans le fond, les gens veulent être inscrits avec un médecin de famille. Donc, on en inscrit le plus possible selon l'horaire qu'on voit puis le nombre d'heures qu'on est capable de faire. On augmente nos heures, on coupe nos heures de dîner. Puis là, quand on a beaucoup de patients inscrits parce que ça pousse vers ça, mais là, les gens qui sont inscrits sont trop nombreux, les disponibilités sont plus suffisantes. Donc là, on veut respecter le nombre de patients qui sont inscrits. Donc, on raccourcit le temps pour que tout le monde ait son petit 15 minutes pour nous rencontrer. Puis quand on a la personne devant nous, on sent qu'on a fait le travail à moitié parce que, ou même pas à moitié, parce qu'on n'a pas laissé assez de temps pour s'exprimer. On n'a pas fait le tour des problèmes, des facteurs on répond le plus possible aux questions des gens, puis on essaie de les accompagner, mais c'est tout le temps en train de courir après un temps. Puis cette façon-là, ça n'amène pas l'harmonie, puis le lieu de rencontre qui peut créer cet espace absolument nécessaire pour qu'on réussisse à se prendre en main ou changer des habitudes ou comprendre ce qui se passe vraiment dans notre vie. Fait qu'on veut repartir avec juste comme une recette facile, rapide, parce qu'après, dans notre propre vie, ça continue d'aller vite. C'est vraiment toute la façon que la société est construite, un peu peut-être comme refuser que tout aille vite, puis prendre le temps pour les choses qui comptent vraiment pour nous. 100%. Tu t'es formée, toi, à la médecine fonctionnelle un petit peu plus tard dans ton parcours. Comme on disait, tu étais en pédiatrie à la base et tout. Ça a été quoi la révolution pour toi? Qu'est-ce que tu as appris en médecine fonctionnelle que tu étais comme « Ah, mais c'est ça que je voulais faire, en fait. » Mais tu sais, j'ai réalisé que ça retourne vraiment beaucoup à mes cours là, de première année de médecine, puis même j'ai fait une année en nutrition avant. C'est vraiment la biochimie, puis le cycle de Krebs, puis toute la biologie moléculaire. Moi, ça me fascinait parce que c'est vraiment merveilleux comment c'est parfait, comment ça fonctionne. Ça fait que là, on n'était pas dans la maladie, la prescription. On était vraiment, OK, wow, on s'émerveille du fonctionnement naturel du corps humain avec les bonnes conditions, tous les mécanismes qui sont déjà installés pour se débarrasser des toxines dans le corps, pour aller chercher les vitamines, pour aller chercher l'énergie, pour se débrouiller, pour s'organiser si on n'a pas la bonne source d'énergie, comment on fait. T'sais, tous les mécanismes de compensation pour guérir puis être en vie sont fascinants. Donc là, moi, j'ai écouté ces cours-là là, avec fascination puis avec hâte de l'appliquer pour des patients, puis OK, mais c'est simple comme ça, là.
Je sais que tu t'intéresses quand même beaucoup à l'alimentation, le microbiote et tout. Est-ce que tu peux me dire en quoi le microbiote influence... Bien, d'abord, c'est quoi le microbiote? Puis en quoi ça influence la santé globale, la santé mentale, notre état général, mettons? OK. Ce qu'on appelle le microbiote, c'est tous les micro-organismes qui vivent dans... habituellement, c'est l'intestin, là, mais ça peut être aussi les micro-organismes sur notre langue, de tout le tube digestif, sur notre peau. Mais de façon générale, quand on parle du microbiote, on parle des bactéries, virus, parasites, tous les microbes qui vivent dans l'intestin, surtout le gros intestin, mais il y en a aussi un petit peu dans le petit intestin. Bon. Fait que ça, à la base, on est de même, dans le fond. On a des microbiotes. On a un microbiote avec des fonctions différentes, puis il y a plein d'habitats naturels. Il y a plein de vivants en nous. Bien, ça bouge beaucoup, là. Puis, Ouais. tout n'est pas encore comme une science exacte et précise qu'on connaît tout, mais ce qu'on comprend pour l'instant, c'est que les bébés, quand ils viennent au monde, tout de suite, là, ils n'ont pas déjà un microbiote, puis leur microbiote va se fabriquer ou va se créer. Des bonnes et des moins bonnes bactéries vont s'installer dans leur gros intestin avec avec quoi ils sont en contact. Donc, un accouchement vaginal, bien, le bébé va être en contact avec toutes les bactéries qui sont près de l'anus, du périnée de la maman, tout l'orifice vaginal. Bien, là, fait qu'à ce moment-là, il va avoir un microbiote qui ressemble beaucoup à celui de la mère. Puis après, quand il va faire du peau à peau avec son père, aussi les bactéries sur la surface de la peau du père, puis celle de la mère. Donc, c'est ça, tu sais, beaucoup du peau à peau dans les bras des parents. Après, ce que le bébé va boire comme lait va changer beaucoup. Tu sais. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment des liens entre l'allaitement, le lait de la maman ou un lait qui est une formule. Le lait de la maman, tu sais, lui-même, il contient tous des facteurs de croissance bons pour les lactobacillus puis des bonnes bactéries dans l'intestin du bébé. Donc, c'est pour ça que ça a des avantages. Donc, tout ce qui rentre en contact avec son tube digestif, là, surtout les premières journées puis les premières semaines de vie, vont former un microbiote plus ou moins diversifié. Donc, si on a des parents qui avaient déjà un microbiote qui avait une moins grande diversité de bactéries parce qu'ils ont dû prendre plein d'antibiotiques à répétition dans leur vie, bien, on va commencer notre vie avec un microbiote moins diversifié. C'est ça, on veut que ça soit diversifié. On veut qu'il y ait une grande biodiversité. Tu sais, on veut imaginer la forêt amazonienne, pas un parc avec 3-4 arbres, avec le gazon coupé puis des herbicides pour qu'ils ne poussent pas des pissenlits. On veut vraiment quelque chose avec toutes sortes de plantes, toutes sortes. Puis là, c'est au niveau des bactéries, toutes sortes de micro-organismes variés. Puis là, ça augmente les chances qu'il y ait un bel équilibre qui s'installe, puis une harmonie, puis que les bonnes bactéries fabriquent une belle couche de mucus qui protège la paroi de notre gros intestin. Puis dans cette couche de mucus-là, bien, ça ne laissera pas passer tout et n'importe quoi, pas de toxines, puis moins de risques que des toxines entrent dans l'intestin par la voie dans le sang par la voie de l'intestin, puis qui aident déclencher dans notre corps des réactions là, de défense, d'auto-immunité, puis plusieurs problèmes là, de douleurs chroniques et tout ça. Là. Donc, sont vraiment importantes, ces bactéries-là, ces micro-organismes-là. Puis en plus de faire cette protection-là, ils ont un rôle sur l'immunité dans notre corps. Donc, c'est eux qui reconnaissent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de l'allure, qu'est-ce qu'il n'y a pas d'allure, qu'est-ce qu'on laisse passer ou pas. Ils ont un rôle aussi sur les neurotransmetteurs. Ça, c'est les molécules qui sont dans notre cerveau pour communiquer entre nos neurones. On entend des fois parler de la sérotonine, la dopamine. Toutes ces molécules-là sont fabriquées pour la majorité par le microbiote. Fait que si notre microbiote ne fonctionne pas bien, on va avoir des problèmes aussi au niveau de la concentration, de la motivation, le sommeil, tout ça va être affecté. Fait que là, ce que tu me dis, c'est... J'aimerais ça que tu définisses aussi c'est quoi la sérotonine, la dopamine. Puis ça vient du ventre. C'est fabriqué dans le ventre à la base ou ça communique avec le cerveau? Je sais qu'on dit que jusqu'à 90% de la sérotonine est fabriquée dans le microbiote, donc par l'intestin, par les micro-organismes qui vivent là. C'est fou quand même. Donc, il y a un 10% qui est fait ailleurs, probablement dans le cerveau. Ça sert à quoi la sérotonine? C'est une molécule qui va aider à être calme, être plus pacifique, plus focus, plus concentré, qui va favoriser la bonne humeur, la légèreté, grosso modo. Fait que si tu prends soin de ton microbiote, ben c'est comme de prendre soin un peu de 90% de ta sérotonine. Oui. Oui. Ça donne envie? Ça donne envie. Puis la dopamine? La dopamine, c'est beaucoup dans la motivation, l'énergie. Tu sais, souvent, on va accuser la dopamine de ne pas être assez élevée dans la dépression. Tu sais, quand on est plus amorphe, on n'a pas envie de rien faire. Donc, aussi capacité de concentration. Fait que j'imagine qu'en médecine fonctionnelle, quelqu'un qui vient puis qui a des enjeux plus émotionnels,
vous allez regarder la santé de son microbiote, son alimentation, son mode de vie, la médication qu'il prend et tout. Oui, on va favoriser ça. On va favoriser qu'il puisse moins altérer de façon négative son microbiote pour que ça puisse se réparer. T'sais, on va penser... il faut travailler en équipe avec des nutritionnistes qui sont ouverts à ça, des naturopathes, pour qu'on utilise les forces de chacun pour vraiment favoriser un bon microbiote. Puis, on va penser aussi aux autres méthodes complémentaires. Là, la dépression, on a vu tous passer des études que l'activité physique soutenue pouvait vraiment aider, là, réduire les symptômes, puis réduire les risques de récidive de dépression. Fait qu'on va aborder ce sujet-là aussi, puis prendre le temps de voir avec la personne comment l'ajouter dans son horaire, puis si ça lui tente, puis qu'est-ce qu'elle a envie, puis comment on va le faire. C'est vraiment regarder, mettre toutes les chances de notre côté. Tu disais, Julie, que quand on est avec un microbiote de base qui nous est légué par nos parents selon la qualité de leur propre microbiote. Mais est-ce que ça se change? Est-ce que c'est comme on est fait, c'est ça qu'on a pour la vie, ou on peut l'améliorer, mettons? On peut l'améliorer en mangeant de façon régulière, continue, des aliments comme des probiotiques, du yogourt qu'on a fait fermenter en culture assez longtemps, puis des aliments fermentés. Tous les aliments fermentés. Fait qu'on peut faire ça, on peut le maintenir, mais c'est pas la même chose que si on était né il y a plusieurs générations, puis qu'on avait à ce moment-là des gens qui n'ont pas été exposés à autant d'herbicides, pesticides et antibiotiques et polluants environnementaux. Donc, dans ces années-là, on avait déjà une grande diversité, une grande richesse du microbiote, puis c'était pas aussi complexe de le maintenir. Là, maintenant, on peut y arriver. Puis je crois qu'en étant sensible au fait qu'il y a des contaminants dans l'environnement qui détruisent, puis dans notre alimentation, qui détruisent notre microbiote, on va être capable de renverser les choses, c'est mon espoir en tout cas, pour que les générations futures aient de plus en plus un microbiote varié, en santé et riche. Ouais. C'est comme, finalement, il faut rattraper, il faut replanter. Là. Comme ça, si on avait eu un feu, bien après ça, il faut que ça repousse. Là, moi, j'essaie d'être vraiment sensible à ça dans mon alimentation. Je mange bio, beaucoup de fermentation. J'essaie d'être le plus varié possible et tout. Puis, je prends des suppléments selon les recommandations de ma naturopathe puis tout. Puis, des fois, je me fais dire comme commentaire, ben, le 100 000 ans, là, on n'avait pas besoin de faire tout ça. Là. Pourquoi toi, tu as besoin de capoter avec ça, mettons? Mais de ce que je comprends, c'est que moi, j'ai pas la même chance que quelqu'un qui est né il y a 100 000 ans avec mon environnement. C'est ça. Puis en plus de il y a 100 000 ans aussi, ce qu'on mangeait n'était pas du tout transformé. Et là, maintenant, on a voulu améliorer la productivité des récoltes. Fait qu'on a fait du maïs modifié génétiquement pour qu'il soit plus résistant. On a fait du blé avec plus de gluten pour qu'il justement il résiste au froid. On a transformé plein de choses avec probablement des bonnes intentions. Mais ce qui s'est passé, c'est que notre corps, sa capacité de reconnaître ces molécules-là, elle n'a pas suivi. On a comme forcé un peu la nature à aller trop vite, puis on n'est peut-être même pas allé dans la direction que la nature serait allée. Puis finalement, ça a amené ça. C'est que là, notre corps ne reconnaît pas ces molécules-là, sont mal digérées, mal absorbées, ils restent là, stagnantes. Puis là, oups, c'est une variété de microbes qui va avoir accès à toute cette nourriture-là, puis fermenter. Puis des fois, ces fermentations-là ne sont pas toutes bonnes. Là. Ça peut amener comme des toxines qui vont passer à travers le mucus du microbiote, à travers la paroi de l'intestin, puis aller dans notre sang, puis là, causer des syndromes, puis des symptômes comme un peu diffus, un peu aléatoires. On ne comprend pas trop, puis c'est long avant de faire le lien. Donc, c'est ça. C'est ce qui se passe en ce moment parce qu'on a les conséquences de la transformation de notre environnement puis de notre alimentation très rapide. C'est ça. Avec un corps humain, un être vivant qui n'est pas capable de suivre tout ça. Là. C'est ça, parce que ma biologie est la même que ma grand-mère, mettons, en tant qu'humain. Exact. Mais c'est pas le même bœuf qu'elle a mangé que moi je mange maintenant. C'est ça. C'est pas le même lait. On a sélectionné des vaches hyper productives pour produire du lait, mais ça a le fait qu'on a encore beaucoup d'une seule sorte de caséine, puis pour certaines personnes, c'est très irritant, ça. Donc, il y a tout ce qu'on a voulu faire pour beaucoup pousser la nature, pour augmenter la productivité, finalement, semble avoir nuit à notre système digestif. Puis j'ai l'impression que, tu sais, quand on s'informe un petit peu de tout ça, on regarde sur Internet, il y a différents régimes, mais finalement, il n'y a pas comme un régime qui conviendrait à une personne. Ça va dépendre de chaque personne. Oui, puis ça, c'est mélangeant, là. C'est mélangeant. Juste que vous sachiez, le même pour un médecin, là, j'étais comme, OK, c'est quoi qui est bon, là, finalement? Puis
finalement, là, tu sais, même moi-même, là, j'ai essayé une diète là, vegan. J'ai réalisé que finalement, certaines personnes métabolisent pas bien la vitamine A quand elle provient des végétaux. Puis ça dépend si t'es dans quelle situation aussi dans ta vie. Si t'es dans un gros stress, tu vas moins bien absorber. Ça sert à En tout quoi, cas, la vitamine A? disons, moi, mon symptôme personnel, c'était de presque plus bien voir dans le noir. Là. Je voyais presque rien. Parce que si je mangeais plein de carottes, mon corps n'était pas capable de prendre le bêta-carotène puis de le mettre en vitamine A active. Fait que là, ben, tu sais, pour moi, il faut que j'en mange un peu de viande pour être capable d'avoir ma vitamine A. Oui. T'sais, ou peut-être prendre un supplément, mais un supplément, ça vient dans une capsule de plastique. C'est pas... Des fois, on en prend des suppléments, mais j'essaie toujours le plus possible d'aller le plus naturel possible dans l'alimentation. Chaque aliment contient tout ce qu'il lui faut pour être bien absorbé dans notre corps puis que ça se place en équilibre. Là. Si tu vas juste travailler sur un, tu peux débalancer d'autres choses. Fait que ça pour dire que ça devient mélangeant quelle diète pour qui puis tout ça. La seule chose que j'ai vraiment trouvée là, qui correspond pas mal à tous, c'est de manger le moins transformé possible. Ouais. Même si moi, je préfère le lait d'amande au lait de vache pour toutes sortes de raisons. Pour moi, pour ma santé, ben, je fais mon propre lait d'amande parce que j'ai compris que les émulsifiants, pour qu'ils soient tout beaux, tout bien mélangés, ben, ils sont un perturbateur pour mon microbiote. Ouais. Parce que si ça émulsifie le lait, ben, ça joue aussi sur le mucus dans mon intestin. C'est tout ça. Oui. Fait que le plus naturel possible. Oui. Comment est-ce qu'on sait qu'un aliment est transformé? Bien, il faut vraiment devenir habitué de lire les ingrédients. Puis, juste simple, là, ce qui n'est pas transformé, c'est ce qui pousserait là, dehors, dans un champ. Un agriculteur le fait pousser. Puis, même en disant ça, je suis en train de me dire, oui, mais tu as dit qu'il y avait des affaires qui étaient transformées génétiquement qui poussent dans le champ. C'est ça. Oui, OK. Rester, comme on dit souvent, là, dans les rangées du tour, là, pas aller au milieu dans l'épicerie, les fruits et légumes, ça, c'est correct, des noix, des affaires qui n'ont pas du tout passé dans une usine, là, le moins possible. Même les noix, des fois, quand sont grillées, il y a eu des huiles qui ont été mises dessus, puis ces huiles-là, ils ont été extraites avec des chaleurs trop intenses, puis ont transformé l'huile. Fait que c'est les noix crues, le plus naturel possible. Oui. Puis si on regarde la liste d'ingrédients, bien, ça nous donne un signe, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, moi, rendu au mois de janvier, je n'irai pas dans mon jardin chercher des tomates. Mais je peux regarder sur la boîte de tomates s'il y a beaucoup de choses ajoutées dedans ou s'il y a juste des tomates puis de l'eau ou tomates puis du sel. Déjà, c'est pas mal mieux que s'il y a une longue liste pour améliorer les saveurs ou changer les saveurs. Oui. Ça me fait penser quand j'étais petite, puis nous, on était la famille Grano. je mangeais du tofu et du couscous quand ce n'était pas arrivé au Québec encore, grâce à ma mère. Puis je me rappelle que c'était long faire l'épicerie. On allait à la fruiterie, au poissonnier, au boucher. Mais au final, je pense que c'était des bonnes habitudes que ma mère elle avait. C'était comme aller à la source, à la base, le plus pur possible. Puis après ça, elle-même, elle faisait la transformation des aliments. Exact. C'est comme ça, tu sais ce qu'il y a dedans, puis tu n'as pas besoin de le fabriquer pour qu'il dure sur des tablettes ou dans un frigidaire d'épicerie des mois de temps. C'est pour toi pour cette semaine. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu n'as pas besoin de mettre des produits de conservation. Il faut réapprendre justement à prendre le temps de cuisiner. C'est tout. Je trouve personnellement que ça va avec l'espèce de vitesse à laquelle on essaie d'aller. Il faut refuser cette vitesse-là, puis se donner le temps de cuisiner, puis de faire attention à notre santé. Puis là, on parle, en tant qu'adulte, tout le monde, on a contrôle sur notre vie, tu sais, on choisit ce qu'on mange, puis tout ça. Mais toi, tu as eu une pratique de pédiatre, fait que je serais curieuse de connaître, c'est quoi les changements que tu as observés chez les enfants en lien avec l'environnement dans lequel ils sont en ce moment, eux, puis j'imagine leur microbiote. Est-ce que tu as remarqué un changement dans les dernières années au niveau TDAH? Je vais juste clarifier que je ne suis pas pédiatre, je suis médecin de famille, mais je travaillais en pédiatrie principalement. J'ai remarqué, juste en finissant ma dernière année de résidence, juste au niveau des cas d'autisme, ça nous était présenté comme, on avait une demi-journée là-dessus en pédopsychiatrie, puis c'était un cas sur 300, c'était des garçons surtout un petit peu plus de garçons que de filles, puis c'était ça la statistique. Puis après ça, quand j'ai commencé à pratiquer, au fil des années, ben la quantité de cas a augmenté. On était plus sur du 1 pour 300. On est rendu à 1 sur 80. Puis là, j'ai entendu des fois des affaires des chiffres plus effrayants que ça, selon s'ils vivaient près des villes, Fait que là, je me suis dit, OK, mais là, c'est pas juste la génétique, là. C'est sûr qu'il y a une cause environnementale. C'est quoi? Puis tout ça. Puis ça a fait partie des questions que je me suis posées parce que moi, j'arrivais là, face à ça. C'était vraiment
triste, là, tu sais, de voir souvent comme des parents, tu sais, qui voyaient que leur enfant, il était pas comme d'habitude, pas comme ils s'attendaient, l'interaction était plus là, il avait déjà été là. Pas tous les bébés, mais la majorité avaient déjà interagi de façon parfaitement normale, puis tout à coup, ça commençait à plus suivre le développement normal, puis oups, on finissait par arriver à faire, on faisait le diagnostic, puis une fois le diagnostic établi, ben là, les parents étaient comme, tu sais, sur des listes d'attente pour de l'aide, pour de l'ergothérapie, puis des thérapies comportementales. Mais c'est comme si je me disais, mais là, on peut pas juste dire, ah ben il y en a plus de cas. T'sais, moi, j'avais envie qu'on cherche pourquoi. Comprendre, oui. Puis on a toutes sortes d'hypothèses. On sait que certaines bactéries sont en plus grand nombre, là, comme un certain type de Clostridium chez les enfants, plusieurs enfants qui ont de l'autisme. Puis c'est pas tous, là. Puis quand il y a un antibiotique qui est donné pour un certain temps, cette bactérie-là disparaît, puis ils ont moins de brouillard mental, sont plus capables d'entrer en interaction. Fait qu'on comprend qu'il y a l'air d'avoir des liens pour au moins certains enfants qui ont un diagnostic d'autisme avec les bactéries de l'intestin. Il y a vraiment aussi des parents, puis encore une fois, c'est pas tous, là. C'est pas one size fit all, mais qui ont vu une grande amélioration quand leur enfant prend plus de caséine puis plus de gluten, quand ça s'est enlevé. Fait que, tu sais, ça semble avoir un lien avec l'alimentation, donc on peut faire extrapoler jusqu'au microbiote ou de l'inflammation. Tu sais, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Puis, à un moment donné aussi, il y a eu des liens qui ont été nommés là, avec des pesticides qui ont été utilisés dans le passé, qui sont encore acceptés parce que c'est utilisé contre la malaria. Puis quand c'est utilisé en Amérique du Sud, bien, les vents amènent ça jusqu'ici de toute façon. Ouais. Fait qu'on comprend qu'en perturbant, en voulant éliminer des insectes nuisibles, bien, c'est certain qu'on va éliminer les microbes dans notre intestin. Mais oui. C'est fait pour tuer les petits organismes. Fait que ça les tue. Puis on perd de la biodiversité. Puis ça amène des conséquences. Ouais. Si ça joue sur les neurotransmetteurs, bien, c'est certain que ça joue sur notre capacité que notre cerveau fonctionne, là, ou de socialiser. Fait que ça peut pas tout expliquer, mais ça explique certains cas. Il y a vraiment des cas qu'on voit, oui. Puis j'ai l'impression que c'est comme des sujets délicats, tu sais. Oui, c'est délicat parce qu'on veut pas donner des faux espoirs. Ouais. On veut pas mettre les gens à risque puis dire « Ah, hey, je donne plus de lait, plus de yogourt à mon enfant, il a de l'autisme. » OK, attends, là. Oui. C'est pour ça qu'il faut que tu le fasses accompagner d'un nutritionniste ou un médecin ou quelqu'un qui va pouvoir te guider pour qu'on aille chercher dans d'autres aliments ce qu'il te faut, là, puis peut-être trouver quelle sorte de yogourt peut-être finalement peut fonctionner. Ah, peut-être que le kéfir, ça passe. T'sais. On ne veut pas priver un enfant de certains aliments sur des données qui ont fonctionné pour certains enfants, mais pas d'autres. Là, ouais. Fait que faut tout le temps le faire avec prudence. On ne veut pas nuire. Fait que c'est pour ça que c'est un terrain glissant, mais on peut quand même dire que ça existe, puis il y a des cas que ça les a aidés. Puis si quelqu'un veut le faire de façon prudente, puis accompagné d'un médecin, d'une nutritionniste, d'une infirmière, dans un cadre sécuritaire, c'est une bonne idée d'essayer. Oui. On a le droit de le faire de façon sécuritaire. C'est ça, on a le droit d'être ouvert d'esprit puis de se poser des questions. Tu sais, oui. Je pense que c'est des sujets qui sont délicats parce qu'on ne veut pas culpabiliser les parents, puis on veut aussi accepter les neurodivergences, tu sais, mais... T'sais, pour avoir parlé avec des parents qui ont des enfants qui sont sur le trouble du spectre de l'autisme, ils sont en quête quand même de solutions. Ils sont en quête et c'est bien de les accompagner puis d'accepter que s'ils veulent essayer telle ou telle chose, bien, on va le faire accompagner. Bien là, moi, je parle pour moi, là, du médecin, puis voir, faire peut-être des bilans sanguins pour l'enfant, s'assurer qu'il y a pas que ça va bien, qu'il n'y a pas de carence, qu'il grandit bien, qu'il s'améliore avec ça. S'il n'y a aucune amélioration, bien, peut-être que c'était pas la voie, puis on va pas continuer cette façon-là, cette approche-là, on va chercher ailleurs. Ouais. C'est juste d'être ouvert d'esprit, puis de pas forcer les gens à entrer dans un cadre, un protocole, une seule marche à suivre, respecter que ça se peut qu'il y a des choses qu'on connaît pas encore, puis ça se peut que ça aide cette personne-là. Oui. Puis est-ce que tu sais, mettons un réflexe que les familles pourraient adopter là, pour... Tu as des enfants, puis là, tu te dis, ah ben là, j'aimerais ça peut-être donner une meilleure alimentation que moi j'ai reçue étant enfant ou même maintenant. Tu sais, ce serait quoi les réflexes que les parents pourraient développer en faisant l'épicerie, en préparant les repas, selon toi? Ben, c'est certain, là, tu sais, de résister à la tentation d'acheter des choses, tu sais, je ne veux pas nommer des compagnies en particulier, mais tu sais, des biscuits, des pâtes d'ours, des petits poissons, toutes ces affaires-là, parce que c'est fait pour que ça coûte le moins cher possible aux fabricants, puis ça goûte le meilleur possible pour qu'on ait le goût d'en racheter. Fait que le moins cher possible, c'est souvent des huiles très transformées qui sont pas du tout bonnes pour nos artères. Fait que dès l'enfance, on va commencer à encrasser les artères ou nuire à la santé. Puis les aliments transformés, ben, vont aller, comme j'ai dit, jouer sur le microbiote. Fait que ça serait de
résister le plus possible à ça, même si mon ami en a, mon ami, tout le monde a ça. Oui, ça se peut que tout le monde a ça, mais on va les cuisiner chez nous. On va se faire des choses non transformées le plus possible avec le temps qu'on a, en comprenant qu'on a tous des contraintes. Puis en les faisant maison, nos choses, ben ça va déjà aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est pas juste manger santé, c'est éviter de mettre dans notre estomac des choses qui sont nocives pour nous. Puis même les produits de soins, le shampoing, les crèmes, tout ça, lisez les ingrédients. Tu sais, si c'est à base de pétrole, ben ça se peut que ce soit pas si bon que ça, là. Moi, j'aime beaucoup l'application Yuka. Tu sais, ils vont donner pour les produits de la peau, les dents, là, les cheveux, ils vont nous donner des indications de ce qui pourrait être possiblement cancérigène pour nous, tu sais, puis on voit pourquoi ça peut nous aider à se guider aussi. Oui. J'ai l'impression que quand je t'écoute parler, c'est comme si, tu sais, on devrait vivre comme juste plus simplement, tu sais. Oui. C'est comme, tu sais, plus en contact avec la nature, avec le vivant, avec les plantes, juste qu'est-ce qui se cultive, tu sais. C'est pas si compliqué que ça, finalement. Ça serait tellement facile, là, si on faisait tout, si on décidait, OK, à partir de là, tantôt, là, à 2h22 tout à l'heure, là, on fait tout ça. Oui, c'est ça. OK, on arrête, là, puis on vit simplement. C'est qu'on est influencé aussi par la masse, par les modes, par les tendances, par les autres autour de nous, par le rythme des autres. Puis ça fait que nos décisions, nos choix, nos changements d'habitude de vie sont plus difficiles. Mais c'est chaque personne qui le fait qui va favoriser le changement des autres. J'ai fait un voyage il y a 2 ans, là, 1 an et demi, 2 ans, où j'étais au Sénégal pour quelques temps, puis on mangeait de la nourriture qui était cuisinée par les familles qui étaient là. C'était zéro transformé, tu sais. Il n'y en avait pas, là, il y en avait pas des chips, là. C'était des œufs cuits durs le matin avec des clémentines, puis pour le souper, c'était une viande ou un poisson, tu sais, cuisiné avec les légumes qu'il y avait de leur jardin, mijoté longtemps. C'était tout avec une salade, là. Tu te sentais vraiment bien. Oui. Tu te sentais pas lourd après, puis c'était simple. Oui. Puis c'était bon, puis c'était goûteux, puis on n'avait pas eu besoin de rajouter des saveurs artificielles. Tout était là. Oui. C'est ce qu'on a perdu en voulant aller vite, en voulant être efficace. Oui. C'est ça. Puis après, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se disent « Ah, ben c'est restrictif. » Tu sais, c'est comme... tu sais, faire des choix, c'est aussi dire non à plusieurs choses, tu sais. Ça va me brimer dans ma liberté, là, ça me fait chier depuis manger ça, là, il faudra que je sois limitée, tu sais. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? C'est parce que c'est l'angle qu'il faut prendre, tu sais, d'être émerveillé de nos cellules, de notre corps, comment ils fonctionnent, puis d'être en équipe avec. On se prive pas de ça. On se donne quelque chose qui nous fait du bien, puis on choisit de ne pas encrasser notre système avec des choses qui le détruisent. Tu sais, c'est certain que s'il y a une situation où, je sais pas, c'est l'anniversaire de quelqu'un, c'est festif, puis tout le monde mange du gâteau, puis que là, la personne ressent vraiment une privation de ne pas en manger avec ses proches, là, ça marche pas. Il faut pas être dans la privation, il faut être dans la joie d'avoir le choix, puis de choisir pour nous des choses qui nous font du bien. Ça arrive là vraiment à tout le monde de compenser par des aliments qui sont pas bons pour la santé parce que c'est vraiment, et ça existe, là, la dépendance alimentaire, c'est vraiment une boucle, un cycle, une boucle du plaisir, là, de dopamine qui est sécrétée dans le cerveau, puis ça nous fait du bien sur le coup. Fait que c'est certain qu'il faut pas rentrer dans la culpabilité, puis non plus dans l'impression de privation. C'est vraiment une sensation de respect de la vie à l'intérieur de moi. C'est pour ça que je choisis ça. Puis la vie à l'intérieur de moi, c'est aussi tous les moments où je filais pas, puis j'ai décidé de manger un brownies. Mais à toutes les fois où ça s'est arrivé, si tu te dis, OK, là, je suis quand même consciente que ça, bien après, tu sais, je vais avoir mal au cœur. Puis, ben tu sais, peut-être que je sais que ça joue sur ma glycémie, ça fait un gros pic de sucre. Est-ce que c'est ça que je veux faire à mon corps ou pas? Puis, à un moment donné, graduellement, tu te dis, OK, ben je vais me trouver des alternatives. La prochaine fois que je vais me sentir comme ça, je vais faire telle et telle affaire ou je vais manger telle ou telle chose. Puis, graduellement, on transforme nos choix puis on voit des effets sur notre santé, notre énergie, puis on est fiers de nous. Et c'est certain que si vous sentez que quelqu'un sent qu'il y a de la culpabilité parce qu'il a mangé quelque chose, il n'est pas dans la bonne trajectoire. C'est pas la culpabilité, c'est vraiment de l'autocompassion, c'est vraiment de dire, OK, qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ce choix-là? Puis la prochaine fois, comment je pourrais le faire différemment? Puis peut-être je vais encore m'enfarger la prochaine fois, mais à un moment donné, je ne m'enfargerai plus.
C'est Je pense vraiment qu'on peut s'observer. gagner en qualité aussi, en expérience, tu sais. Oui, c'est sûr. Moi, quand j'ai rencontré mon conjoint, il est français, fait que le jambon, ça fait partie de sa vie, de son alimentation. Puis moi, j'ai dit, mais moi, j'étais allergique au jambon, parce que j'étais allergique au jambon, je vomissais, j'avais la diarrhée. Quand je mangeais du jambon, c'était comme automatique, tu sais. Puis il était comme, ah, j'ai jamais entendu ça, quelqu'un qui est allergique au jambon. Il croyait pas à ça. J'étais comme, je te jure, là, je sais pas comment dire, je vais pas manger un sandwich au jambon, tu sais, le fameux jambon beurre. Puis il dit, je pense que tu manges juste... Puis il est pas médecin, mon chum, il connaît pas ça tant que ça, cet univers-là, tu sais. Il dit, je pense que tu manges juste pas le bon jambon. Puis en effet, tu sais, je mangeais comme, à l'époque, là, j'avais arrêté d'en manger depuis longtemps, mais étant plus jeune, je mangeais le jambon à l'ananas, le québécois, là, tu sais, la fesse de jambon. Donc, plein d'agents de conservation, tu sais. Fait que là, lui, en tant que bon Français, ben, il m'a amené chez son boucher qui a du porc qui est genre à Laval ou je sais pas trop quoi, là, pas très loin, bio. Puis qu'après 2 jours, il est plus bon dans ton frigo, tu sais, parce qu'il se conserve pas, il est gris, il est pas rose, le jambon, Ouais, tu sais. Puis il m'a dit, ben essaye ça, tu sais. J'en ai pris un petit morceau, j'étais vraiment correct, un autre plus grand. Puis au final, maintenant, je mange du jambon, mais je suis la fille qui demande si le jambon, il est bio, puis il vient d'où. Mais je fais ça pour moi, tu sais, il goûte meilleur, je me sens mieux après, puis tout, puis ça fait que je me prive plus de jambon parce que je suis pas végétarienne, mais j'en mange de meilleure qualité et moins souvent aussi, tu sais. Oui, mais c'est vrai qu'on peut penser des fois que ça va goûter moins bon, puis ça va être moins savoureux si c'est pas des aliments transformés. Puis c'est vraiment juste parce qu'on a peut-être oublié comment cuisiner. Puis, tu sais, plusieurs d'entre nous, leur mère cuisinait, là, puis arrivait, puis ça sentait bon, puis elle avait fait un poulet rôti maison ou un ragoût de quelque chose, puis tous les ingrédients étaient naturels. C'était vraiment bon, là. Ouais. Puis c'est comme si, quand on a le goût d'aller s'acheter le sac de chips avec plein de saveurs artificielles, on veut recréer ces bons goûts-là. Ouais. Puis on a juste à finalement prendre le temps de cuisiner, tu sais. Ouais. Ouais. J'écoutais une émission d'un homme qui voyage à travers le monde pour goûter à différentes alimentations, tu sais, différentes dans des recettes, des chefs. Puis, un moment donné, il avait invité une femme avec lui qui était d'origine guatémaltèque, puis il était au Guatemala, tu sais. Puis elle a habité aux États-Unis depuis plusieurs années, puis elle a pris une bouchée, puis elle s'est mise à pleurer. Parce qu'elle disait, tu sais, « Ah, ça me rappelle mon enfance. » Puis je me disais, ah, c'est fou quand même comment que notre corps a des mémoires, tu sais. Il sait ce qui est bon pour lui, finalement. Oui. Ça m'a vraiment touchée. J'ai venu les yeux pleins d'eau quand j'ai vu ça. C'est vrai que c'est touchant. C'est vraiment touchant, tu sais, de se dire, son corps s'en rappelle, c'est les saveurs, les textures, on s'en souvient, tu sais. Puis c'est ça qu'on cherche à recréer. Parce qu'au final, manger, c'est aussi avoir du plaisir, tu sais. Ça fait partie des belles choses de la vie, là. Oui. Est-ce que, tu sais, j'ai l'impression que notre biologie, notre corps humain, il est comme en contradiction avec l'environnement qu'on a en ce moment, tu sais. Est-ce que notre corps, un jour, va évoluer, tu sais, avec l'évolution, puis un jour, il va être... Je sais que t'es médecin, là, puis que tu peux pas prédire le futur, mais tu penses-tu qu'un jour... Moi, j'ai l'impression que le corps va finir par s'adapter. Ouais. Mais tu sais, c'est pas comme en 100 ans. C'est ça. Ça prend plus de temps. Je sais pas combien... Des milliers d'années, sûrement. Je sais pas. Ouais. Mais il va, oui, parce que justement, c'est ça qu'on a fait jusqu'à maintenant. Le corps humain s'est adapté pareil à plusieurs choses. C'est juste que là, on y en a demandé un peu trop, là, un peu trop vite. Mm-hmm. Donc, on pourrait ralentir ce rythme-là, revenir c'est ça, à une alimentation simple, un rythme de vie plus simple, puis il pourrait suivre le rythme. On aurait moins de maladies chroniques. Oui, c'est ça. Si on revient à la médecine fonctionnelle, mettons quelqu'un se dit que, bon, là, la médecine telle qu'il a expérimentée en ce moment n'a pas répondu à ses besoins, puis il se dit, ben je serais prêt à essayer la médecine fonctionnelle. À quoi s'attendre, mettons? C'est quoi les premières étapes? Ça ressemble quoi à un suivi de médecine fonctionnelle? Ben c'est idéalement une équipe multi, tu sais. Vraiment, tu sais, plusieurs professions là, de santé, de médecine qu'on appelle complémentaires maintenant. C'est aussi vraiment ils vont prendre le temps de regarder tout ce qu'il a déjà essayé, tout ce que la personne ressent. Quand est-ce que son problème a commencé? C'était quand la dernière fois qu'il ou elle s'est senti vraiment bien, vraiment en santé? OK, c'était là. Qu'est-ce qui est arrivé vraiment dans ta vie? On fait toute l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé à partir de là qui aurait pu changer tout ça? Incluant les relations, le travail, un médicament, un accident, un antibiotique, oui, les stress, toute l'histoire de la personne. Fait qu'on va regarder ça, puis on va commencer par voir
qu'est-ce qu'on peut améliorer dans toutes ces habitudes de vie. Puis c'est sûr que, tu sais, là, comme si on va voir un médecin, mais là, on va avoir le goût de faire au moins, tu sais, les recherches de base. Là, si tu es très, très fatigué tout le temps, bon, on va quand même te faire un bilan de sanguin de base, vérifier si tu as une anémie sévère, vérifier tes globules blancs, tes globules rouges, est-ce que tout est beau, ta thyroïde, on va faire quelques bilans de base. Puis, probablement moins en pédiatrie qu'en médecine adulte, là, mais il va y avoir des bilans, chercher un peu d'autres choses, justement. Il y a toutes sortes de tests, un peu voir c'est quoi la variété de son microbiote. J'ai pas encore énormément d'expérience là-dedans, mais on va vouloir aller un petit peu à l'extérieur des tests habituels. La thyroïde, on peut enquêter un peu plus large que juste la TSH. On peut regarder, voir qu'est-ce qui se passe réellement de vous la thyroïde. Puis on va surtout pas juste se baser sur des bilans sanguins, on va se baser sur les symptômes. Ouais. Comme le ressenti réel de la personne, parce que des fois, tu as plein de symptômes qui vont dans un sens, puis le bilan, il représente pas ça. Bon, ben, on va comme regarder avec la personne, qu'est-ce qui fait qu'elle se sent mieux, qu'elle se sent pas mieux. Je sais pas comment te répondre simplement à cette question-là, parce que c'est qu'on va prendre le temps de regarder tous les facteurs. C'est comme d'accepter... Tranquillement. C'est un parcours. C'est un parcours. Avec la personne. De curiosité aussi, oui. De dire on va s'intéresser à... Parce qu'on est vraiment du cas par cas. Ouais. On essaie beaucoup, avec les études double insu, la randomisée clinique, de mettre comme une espèce de protocole qui est one size fit all, qui fait pour tout le monde, puis qui va être la recette. Puis je me rends compte que c'est pas ça, en fait. Il n'y en a pas de recette, puis même pour une seule personne, c'est pas telle alimentation pour toujours. C'est en ce moment dans sa vie, c'est ça qu'il y a de besoin, puis quel supplément, possiblement. Là, tu as besoin de ça, mais ça ne veut pas dire que dans 6 mois, c'est la même chose. Ouais. C'est vraiment tout le temps en progression, puis en ajustement. C'est vraiment dans une espèce de symbiose, là, tu sais, entre le patient, puis son environnement, puis son alimentation, puis sa vie. Fait qu'il faut que la personne décide que elle devient proactive dans sa vie puis dans sa santé, puis elle veut collaborer à ça, puis elle veut être. Ouais. Puis, bon, tu sais que moi, je suis professionnelle en santé mentale, je suis propriétaire de 2 cliniques, puis nos demandes de consultation, en général, c'est des gens qui ont des enjeux sur leur santé mentale, soit un trouble, ou soit qui veulent améliorer certaines régulations émotionnelles, des choses comme ça. Fait qu'en général, nous, on les réfère au sein de notre équipe, des travailleurs sociaux, des psychologues, ergothérapeutes, etc., etc. Est-ce que tu considères que ça pourrait être pertinent pour quelqu'un qui veut prendre soin de sa santé mentale, de son humeur, d'aller consulter en médecine fonctionnelle? Est-ce que ça pourrait prendre part dans le processus? Ça peut prendre part, mais en même temps, il ne faut pas que la personne commence trop de choses en même temps. Fait que là, elle va se dire, bon, là, en ce moment, disons, je suis en crise, puis ce que j'ai besoin, c'est vraiment de ventiler puis qu'on m'écoute. Quand cette étape-là sera comme plus stable, OK, là, je sens que j'ai l'énergie, j'ai envie de vérifier, OK, si je vais voir une naturopathe, si je change mon alimentation, la personne va ressentir c'est quoi la prochaine facette de sa vie qu'elle a envie de travailler. Puis oui, si elle se sent capable puis elle a envie de commencer la médecine fonctionnelle en parallèle, c'est parfait. Ouais. C'est correct aussi, mais il ne faut pas juste trop se surcharger. Oui. C'est quoi les croyances avec lesquelles les gens arrivent dans ton bureau? Est-ce que c'est, la plupart du temps, c'est nouveau pour eux, j'imagine, cette approche-là? Les gens sont vraiment, quand tu arrives dans notre bureau, c'est très, très informés. Hein? Oui, Oui, ils ont déjà été lire plein de choses sur le sujet. Ils ont été faire des tests eux-mêmes, toutes sortes de choses que finalement, on apprend avec les patients. Puis, on travaille en équipe pour décortiquer ça, puis voir, parce qu'il ne faut pas... Tu sais, il y a du marketing, là, beaucoup, là, pour toutes sortes de tests, puis d'épigénétique, puis des affaires qui coûtent des fortunes. C'est supposé, on l'a dit tantôt, c'est revenir à la simplicité. Là. Fait, commençons par ça, puis après ça, ben, on verra ce qu'on a vraiment de besoin. Là. Fait que les patients qui arrivent dans le bureau, leur attente ou ce que je vois, je pense que c'est le test ultime qui va dire exactement ce qu'ils ont de besoin ou pas de besoin, puis quel type de bactéries, puis la solution simple pour qu'on arrange tout ça en dedans de 3 mois. Oui. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a beaucoup, tu sais, l'interaction avec notre propre corps, nos ressentis, la patience, le rythme naturel de la vie. Puis c'est certain que plus ça va sur le chemin, plus on s'améliore dans notre santé. Fait qu'on est sur le bon chemin. Mais il n'y a pas comme... le test extra super qui dit tout, tu sais. Oui, faites ce test-là à 2000 $. Les analyses de sels, c'est la partie qui est sortie des sels, c'est ces bactéries-là qu'on connaît, qu'on peut analyser, puis microbes et tout ça. Mais tout ce qui est resté, qui est attaché à la muqueuse intestinale dans la couche de mucus, là, elle, on l'a pas toute, là, tu sais. Fait que c'est pas parfait, les tests.
C'est une photo à un certain moment, dans une certaine journée, dans un certain contexte. C'est une prise de sang, une analyse de sel, de salive, de n'importe quoi. C'est une photo là, de cheveux, tu sais. Ouais. Fait que c'est un élément de plus. Il ne faut pas être juste attaché à ça. En même temps, moi, ça me rassure de voir cette curiosité-là et cette humilité-là également, tu sais. En tant qu'expert, en tant que médecin, on se fie à votre expertise, finalement, mais moi, ça me rassure de voir quelqu'un qui se dit, bien, essayons de voir ça comme une première étape, tu sais, puis c'est un processus, finalement. Oui. C'est plus réaliste, je trouve. En terminant, ça serait quoi que tu aimerais que les gens retiennent de cet épisode-là? Quelqu'un que ça lui parle puis qui lui dit, bien, j'aimerais commencer à prendre soin de ma santé, peut-être de façon plus complémentaire. Qu'est-ce que tu aimerais que la personne retienne? Moi, je dirais vraiment juste écrire là, les 5 choses qui influencent notre épigénétique, là, qui va influencer qu'on développe ou pas des maladies, puis qu'on ait une longévité ou pas. Puis regarder chacune de ces facettes-là ou chacun de ces chapiteaux-là de leur vie. Oui. Puis voir lequel ils ont plus envie d'investir en ce moment. Rappelle-nous-les, c'est quoi les 5? Là, j'en mets juste... Ouais. Je pense que j'ai goût d'en mettre 7 là, pour dire ceux que moi j'ai lus et compris dernièrement. Là. C'est vraiment l'alimentation, vient toujours. Le mouvement, la gestion du stress, le sommeil, les relations, donc des relations harmonieuses, et puis avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Puis le 7e, lui, est moins positif, c'est éviter de s'exposer aux toxines environnementales, soit relationnelles, ou ce qu'on mange ou ce qu'on respire. Oui, les toxines dans lesquelles je suis. Oui, les parfums, les savons, les herbicides, les pesticides, tout ça. Ouais. Éviter le plus possible. Donc, on les note, les 7. Oui, on note les 7, puis on dit, ben ouais, c'est vrai, moi, je trouve que je bouge vraiment pas beaucoup, puis c'est ça que j'ai le goût de faire en ce moment. Bon, ben, je l'ajuste dans mon horaire, je trouve quelque chose que j'aime, je bouge de la façon que j'aime. Puis, bon, après, ben, j'en choisis un autre. Moi, c'est comme ça que je le ferais, parce que j'aimerais vraiment que les gens sachent le pouvoir immense que l'épigénétique a. C'est ce qui m'a le plus touchée dans les dernières années de ma vie, c'est le papa d'un petit patient qui était venu en clinique parce que le petit garçon avait vraiment un problème de surpoids. Puis le papa venait de se faire diagnostiquer un diabète de type 2. Puis pour lui, c'était final, c'était une fatalité, puis il n'y a rien qu'il pouvait faire parce que sa famille avait du diabète. Donc lui, il s'attendait à en avoir, puis il n'y avait rien qu'il pouvait faire. Puis je trouvais ça dommage parce qu'il était jeune, le monsieur. Puis je savais très bien qu'on peut, dans plusieurs cas, au moins améliorer grandement, puis on peut aussi renverser dans plusieurs cas le diabète de type 2 certain, juste par les changements des habitudes de vie, l'alimentation réduite en glucides. Fait que là, je me dis... Il y a même des gens qui arrêtent leur... Il était convaincu qu'il n'y avait rien qu'il pouvait faire, puis il était comme genre... Il attendait de mourir, là. Là, non, mais je veux vraiment que les gens ils sachent qu'ils ont vraiment beaucoup de pouvoir. Oui, il y en a des choses qui sont non réversibles puis incurables, mais le reste des volets de la santé de cette personne-là peuvent, eux autres, tellement s'améliorer que finalement, la condition qui était incurable va être plus facile à vivre. Là. Ça, c'est le pire des cas. Puis la majorité des cas, on peut vraiment, vraiment, vraiment beaucoup avoir d'impact. Ce que j'ai envie, c'est qu'on enlève l'attente envers le médecin ou le système médical ou la nouvelle molécule qui va sortir, le nouveau médicament, puis qu'on comprenne que l'attente n'est pas à bonne place. Et vraiment revenir à nous-mêmes puis à la simplicité. De se redonner du pouvoir puis de l'espoir. Parce que c'est vraiment, vraiment plus puissant que ce qu'on pense. En fait, on se retrouve tous face à ça, les médecins de famille qui voient des gens avec des maladies chroniques. On a une prise de conscience puis on se dit, bien, comment je fais d'abord pour vraiment les aider? Puis ça arrive à ça. Puis là, on se dit, mais c'est tellement simple, comment ça se fait qu'on parlait pas de ça depuis le début? Oui. Puis c'est juste ça, dans le fond, le message. Oui. Oui. Il y a de l'espoir. Il y en a de l'espoir, puis on a vraiment du pouvoir sur notre santé. Puis plus le nombre de personnes font ça, plus notre société va changer. Puis les étalages à côté de la caissière, ce ne sera pas des barres de chocolat puis des affaires colorées pour attirer les enfants. Tu sais, ça va être des fruits. Oui. Merci tellement. Ça fait vraiment plaisir. Merci tellement, Dr. Almassi, de ta générosité, de ton intelligence. Vraiment, c'est un plaisir. Ah, pour moi aussi. Merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous.
dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!